De colère, elle le projette contre le miroir qui se brise et Tommy traverse le miroir. En substance, elle brise le sort qui lui avait été jeté. Elle lui dit « Vois-moi, entends-moi, parle-moi ». Et Tommy est libéré de sa prison alors qu'on entend les premières notes de la chanson « I'm free », je suis libre. Il tombe dans l'eau et en ressort guéri. C'est bien à ce moment-là qu'il renaît, pas quand il est devenu célèbre. Là, c'est un peu comme une sorte de baptême. Alors je sais, l'histoire du baptême, c'est un peu une interprétation, mais d'un autre côté, franchement, c'est très évident. Et dans quelques minutes, il va lui-même baptiser sa mère, donc ça fait sens, quoi. Bon, là, on a aussi l'occasion de voir que Roger Daltrey sait nager le papillon, et je pense que cette scène est là uniquement pour le laisser flex. Cela étant, dans le plus grand opéra rock d'un des meilleurs groupes de rock de son époque, il faut drôlement de la vaillance pour attendre 1h10 pour que le chanteur du groupe, à la voix si reconnaissable, chante réellement sa première chanson. Les paroles de cette chanson, c'est simple. Je suis libre. Et la liberté a le goût de la réalité. Je suis libre. Et j'attends de vous que vous me suiviez. Tommy se met alors à gambader dans tous les sens, il traverse même à un moment donné une zone de guerre. Et son message est le suivant. Si vous saviez à quel point il est simple de s'élever de la manière dont moi je me suis élevé, vous me ririez au nez en me disant « rien n'est aussi simple ». Mais tandis que de nombreux messies vous ont montré où se trouvait la porte, peu de gens ont le courage de quitter le temple. Appelez ça le mythe de la caverne, appelez ça de l'anticapitalisme. De toute façon, il y a plein de façons d'entendre ce message, mais en substance, ce qu'il dit, c'est la chose suivante. Délivrez-vous de vos illusions et quittez ce confort qui n'est qu'une illusion, parce que rien ne vaut la liberté que représente la réalité. Il n'y a pas, je veux dire, c'est puissant. Il court le long d'une plage devant laquelle sont garées plein de bagnoles et on voit que dans chaque bagnole, il y a des gens qui sont immobiles, impassibles avec des lunettes de soleil, simples spectateurs du monde. Même message, qu'est-ce que c'est que regarder la plage à travers un pare-brise quand il suffit de sortir pour aller marcher sur le sable? Et Daltrey fait la roue. Il fait très bien la roue. Je suis pas expert en roue. Je suis sûr qu'il y aurait plein de gymnastes qui auraient plein de trucs à dire sur ces roues, mais je les trouve super clean ces roues. Non mais on s'en fout de ces roues. Attention derrière toi, des effets spéciaux chelous. Tommy court, parcourt le monde, cherche à s'emplir la tête de toutes ces nouvelles sensations. Lorsque la chanson s'achève, on voit Nora qui est à la recherche de son fils. Bah, parce qu'elle, elle l'a pas vu faire la roue. Pour elle, elle l'a balancé à travers le miroir. Tommy est allongé sur un rocher, se baignant de soleil. Elle lui dit « Tommy voit sa mère et il revoit les événements de son passé qui remontent jusqu'à l'instant de sa conception. Et à ce moment-là, il est enfin sorti du bois. Sa mère est folle de joie, elle lui explique tout ce qu'il a accompli, à quel point il est riche et célèbre. Tommy répond que oui, il est guéri et qu'il comprend désormais que le flipper c'est bien plus qu'un simple jeu. Et Tommy lui arrache ses bijoux et on entend alors la musique du début de la chanson We're Not Gonna Take It, littéralement nous n'avons pas à le supporter, qui préfigure la fin tragique de cette histoire. Oups, désolé. Après les bijoux, les faux ongles, fini les illusions, il immerge sa mère sous l'eau, la faisant renaître symboliquement, exactement comme un baptême. Je vous l'avais dit que c'était obvious. Tommy est maintenant dans le journal, sa guérison miracle faisant de lui le nouveau messie d'un culte permettant à chacun de s'élever. Frank est dans une espèce de QG où il valide les tenues officielles des disciples, tandis que lui-même est très manifestement vêtu d'un habit cérémoniel, orné du nouveau logo de ce culte, le T majuscule de Tommy, orné d'une boule de flipper, un symbole qui est à mi-chemin entre la croix chrétienne et le ankh égyptien, même si très clairement la référence est christique. Il n'y a qu'à voir la photo officielle de Tommy.
On est clairement sur de la représentation christique. Comme absolument tout le temps depuis le début du film, en fait. Et on arrive maintenant à l'histoire de Sally Simpson, qui est une sous-histoire au sein de l'histoire. Et c'est une sous-histoire que j'aime beaucoup. Et on va noter immédiatement que Sally Simpson, la gamine qu'on voit courir là, est interprétée par Victoria Russell, la fille de Ken Russell, qui va devenir par la suite costumière, notamment sur 2 films de Sean Ellis, Cashback et The Broken, 2 films que je vous conseille sans aucune retenue. Et alors de quoi parle la chanson Sally Simpson? Déjà, c'est une chanson qui a été inspirée à Pete Townshend par Jim Morrison, qui au cours d'un de ses concerts, il s'est énervé contre des fans un peu trop hystériques et ça a dégénéré en bagarre générale. Et je pense qu'à ce stade, vous avez compris qu'il faut y aller pour choquer Pete Townshend. Et cette chanson parle des relations parasociales. C'est la petite histoire qui va raconter la grande histoire qui va se dérouler ensuite sous nos yeux. Et donc on va noter immédiatement que la maison de Sally Simpson, c'est précisément la maison où quelques années auparavant, Nora et Tommy avaient déposé une croix avec un coquelicot de papier devant un monument aux morts. Alors vous pouvez bien me dire, oui mais bon, ils n'avaient pas envie d'avoir un décor supplémentaire. Non, non. Parce que je vous garantis que vous n'avez pas vu encore tout ce qui reste de décor. Ils avaient les moyens de tourner devant un jardin, devant une baraque. Ils pouvaient, hein. C'est pas compliqué. L'histoire est la suivante. Sally Simpson vient d'une famille aisée, son père est révérend. Tiens, un révérend manifestement suffisamment successful pour rouler en Rolls. Sally, elle aime pas tellement cette vie-là, elle s'en fout en fait. Elle sent qu'elle est faite pour Tommy, que lui et elle sont faits l'un pour l'autre. Donc elle demande de l'argent à son père pour pouvoir acheter un ticket pour assister au prochain sermon de Tommy. Et le père dit non. Non, ça va bien. Non, file dans ta chambre. Et donc, tandis qu'elle part vers sa chambre en pleurant, lui, il se remet à nettoyer sa bagnole, sans manquer de faire un signe de croix au chiffon sur la calandre de sa bagnole. Sally arrive dans sa chambre, dont les murs sont tapissés de la photo de Tommy. Elle pleure sur le poster de son idole, littéralement son idole, hein. Elle prend le livre de son père, Un soldat de Jésus, et le jette au feu. Mais comme le thème du sermon de Tommy c'est « Venez à moi et l'amour trouvera un chemin », et ben elle décide de s'emballer et d'y aller quand même. Elle passe l'après-midi à se préparer et décide qu'elle tentera de le toucher. Peut-être verra-t-il qu'elle est disponible et parlera-t-il avec elle. Arrivé sur le lieu du sermon, une église, hein, c'est très clairement une église, on constate évidemment que pour Frank, ce nouveau culte, c'est un business. On a l'oncle Ernie qui vend des badges, il y a du merch de partout, les disciples sont habillés avec les tenues vertes qu'on voyait dessiner plus tôt. Le lieu est bondé, les gens s'impatientent et lorsque Tommy arrive enfin sur scène avec un sceptre orné de sa croix custom, tout le monde devient hystérique et essaye de se ruer vers la scène, retenu par un cordon de sécurité. Tommy explique que le flipper est plus qu'un jeu, c'est une façon de vivre. Que chacun a comme lui cette liberté enfouie qu'il faut faire jaillir, peu importe la peur et la douleur. Sally arrive à se faufiler entre 2 policiers et alors qu'elle commence à se hisser sur la scène, il y a Frank qui la voit et qui d'un coup de pied sur la main la fait retomber en arrière. Elle se heurte le visage contre une chaise, donc elle s'ouvre le visage et maintenant elle est en sang et en larmes. Tommy quitte la scène à la fin de son sermon, absolument ignorant des faits qui viennent de se dérouler sous ses pieds. Le beau visage, c'est comme ça que c'est dit dans la chanson, hein, le beau visage de Sally se retrouve sorti d'une longue balafre suite aux 16 points de suture qu'il a fallu pour la recoudre. Chah, je te l'avais dit. Et elle finit par épouser un chanteur de rock qu'elle rencontre en Californie et on va s'arrêter un tout petit peu sur cette image. Bon, plusieurs choses. Tout d'abord, très clairement, on est dans une situation similaire au jour du sermon de Tommy, avec un cordon de sécurité derrière laquelle se pressent des fans. Mais surtout le mari, là. Le mari, bah, c'est la créature de Frankenstein. Voilà, quoi. Et oui, parce que ce personnage est un artifice. C'est une construction de plusieurs autres personnes. C'est ça que raconte cette chanson. Sally, en quelque sorte, est satisfaite d'avoir trouvé son Tommy, même si c'est pas le vrai Tommy. Voilà. Donc, il chante, il danse, il a du succès, etc. Mais il n'a pas la profondeur d'un Tommy qui a traversé les épreuves
que Tommy a traversé. Et si c'est pas encore assez clair pour vous, regardez comment la chanson se termine. Les parents de Sally sont tous les deux désespérés par le destin de leur fille. Celle-ci quitte la cérémonie de mariage avec son mari sous les hurlements des fans de ce dernier. Puis, on imagine quelques temps plus tard, elle assiste, ennuyée à bâiller comme c'est pas permis, à un concert de son mari qui soulève toujours les foules. Elle admire ses bagues en poussant machinalement le landau dans lequel il y a son bébé. Loin d'être heureuse, elle se satisfait de sa situation avec son mari, qui est entouré de fans hystériques qui cherchent à le toucher. Et c'est la fin de l'histoire de Sally Simpson et on peut maintenant retourner à notre histoire. La chanson suivante, Sensation, commence ainsi. Tandis que Tommy parle, le monde tourne pour vous et moi. Notre priorité est de payer de quoi se nourrir. Pourquoi personne ne vient nous libérer? Un règlement de compte entre deux gangs de rockers est interrompu par Tommy qui les survole en deltaplane. Oui, je suis conscient de ce que je viens de dire. Tommy se retrouve transporté par les gens qu'on reconnaît à leurs vêtements comme étant les gens qui assistaient aux prêches d'Eric Clapton, rappelez-vous. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont désespérés et démunis et qui sont prêts à se vouer à n'importe quel culte qui leur promettrait un miracle. Bref, on voit Tommy réunir autour de ce qu'il représente tout un tas de gens tous plus différents les uns que les autres, riches ou pauvres, éduqués ou non, sans aucune distinction de classe. Et justement, qu'est-ce qu'il représente, Tommy? À ce stade, on va prendre 2 minutes pour parler des relations parasociales, parce que comprendre ce dont il s'agit va nous permettre de comprendre ce qui va se dérouler dans les prochaines minutes du film. Les relations parasociales, c'est un modèle de relation qui a été conçu en 1956 dans une publication par un sociologue, Richard Wall, et un anthropologue, Donald Horton. Et de quoi il s'agit? Il s'agit de la relation sociale et unilatérale qui existe entre une personnalité publique et son public, entre un chanteur et son public, entre une personne politique et ses militants, etc. Et alors, il y aurait largement de quoi en faire une vidéo à part entière, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. La simple chose que je vais dire, c'est que c'est une relation qui est vouée à l'échec. Point, c'est comme ça. Maintenant, ça peut plus ou moins bien se passer. Et alors, pourquoi c'est voué à l'échec? Le problème, c'est que c'est une relation entre celui que je vais appeler le fan, qui se sent proche de celui que je vais appeler l'influenceur. Parce que ce n'est pas nécessairement un artiste. Le fan, donc, se sent proche de l'influenceur, sauf que l'influenceur ne sait tout simplement pas que le fan existe. Il sait éventuellement qu'il existe une communauté de personnes qui sont fans de son travail ou de son œuvre ou de ses idées, mais c'est tout. Il ne les connaît pas individuellement. Le truc, c'est que le fan peut vivre dans l'illusion que l'influenceur pourrait être son ami. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas amis, c'est purement conjoncturel, c'est parce qu'ils ne se sont pas rencontrés, mais s'ils se rencontraient, ils deviendraient amis. Partagent tellement de choses. C'est le principe d'une relation unilatérale, et celle-ci n'a que 3 issues possibles. Tout d'abord, et c'est le cas le plus souhaitable, le fan passe à autre chose. Il était super fan de tel chanteur quand il avait 15 ans, maintenant il en a 20, et il aime d'autres choses. Autre possibilité, le fan réalise que l'influenceur n'est pas son ami, et qu'ils n'ont rien en commun, et là, il y a 2 options possibles. La première option, c'est qu'il est déçu par l'influenceur. Voilà. Par exemple, parce que l'influenceur on va découvrir qu'il avait un comportement social qui était inacceptable, ou il va dire un truc qui vraiment passe pas. Enfin bref, il va décevoir le fan. Voilà, l'ennui, c'est que le fan ne peut pas exprimer sa déception individuellement à cet influenceur. Enfin, maintenant il peut. Et je dois dire, vous n'avez pas idée de l'étrange sensation que ça peut représenter d'être jugé par des gens qu'on ne connaît pas. Des gens qui vous disent « Mec, t'as changé, je me désabonne. T'es différent maintenant. Mec, je te connais même pas, je sais pas qui t'es. » Et encore, comprenez bien que quand je parle de mon cas, moi je suis personne. Niveau célébrité, moi je suis rien. Je veux dire, il y a des stars planétaires. Il y a de quoi devenir zinzin, je pense. Enfin, la 3e possibilité, et très clairement c'est la pire des 3, le fan peut se sentir trahi. Et il y a un exemple très classique de ça. Vous connaissez, peut-être que vous avez éprouvé vous-même ce truc, ou vous connaissez quelqu'un qui a éprouvé ce truc-là. Vous savez, quand vous êtes fan d'un groupe un peu underground que personne ne connaît trop, vous êtes fan de ce groupe, puis d'un coup le groupe fait un succès commercial et ils deviennent très connus. Et ils deviennent mainstream. Et ils ont plein de nouveaux fans qui disent « Ah, j'adore ce groupe, etc. » Et vous avez envie de dire « Non, mais moi je les adore pour... Moi, je les connaissais avant, d'accord? Moi, je suis un vrai fan. » Et bien, ce fan-là,
en général, ça va être le premier fan à détester le groupe. À dire, ouais, depuis qu'ils sont devenus mainstream, c'est trop commercial, maintenant c'est de la merde ce qu'ils font, ils ont changé, je me désabonne, enfin bref, tout ça. Et alors, si la plupart du temps, classiquement, parce que les êtres humains sont quand même globalement civilisés, le fan va se contenter de porter en lui-même sa rage ou éventuellement d'aller râler un peu sur les réseaux sociaux, il peut y en avoir pour qui ça peut escalader de façon violente, parfois jusqu'au meurtre. Oui, parce que c'est pas tout à fait un hasard si le mot fan vient du mot fanatique. Alors attention, je suis pas en train de dire que tous les fans sont des fanatiques, bien sûr que non. Mais pour un fanatique, il est facile de dépasser les bornes sans s'en rendre compte. Il y a ainsi un fan de Mylène Farmer qui a tué un standardiste de la maison de disques de Mylène Farmer parce que dans sa tête, c'était ce standardiste qui l'empêchait de rencontrer son idole. À une autre échelle, évidemment, vous avez sans doute entendu parler de Massu, qui a été harcelé par des milliers de fans, des gens qui viennent jusque chez lui, qui essaient de rentrer chez lui pour prendre des photos, parfois accompagnés par leurs parents, comme si c'était normal. Est-ce que vous imaginez à quel point il faut se sentir proche de quelqu'un pour se permettre un truc pareil? Mais du coup, il y a un travers qui est un peu toxique dans cette histoire, c'est que l'influenceur qui a envie de persister dans son succès, comment est-ce qu'il fait pour empêcher que la relation, qui est une illusion, échoue? Eh bien, c'est pas possible, parce que cette relation, elle est vouée à l'échec. En revanche, ce qu'il peut faire, c'est retarder la chute de cette relation. Et je suis forcé de reconnaître, quasiment avec un peu d'admiration, même si c'est ultra malsain, qu'il y a des influenceurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont devenus des spécialistes de ça. La solution pour retarder au maximum la chute de cette illusion, c'est la surenchère de l'intimité. C'est-à-dire qu'au début, vous faites du contenu, les gens vous aiment bien, et puis d'un coup, les gens ont l'impression d'être votre ami. Avant qu'ils se rendent compte que non, juste vous faites du contenu, vous leur en donnez un peu plus. Vous les invitez dans votre salon. Vous leur montrez votre maison. Vous leur racontez un peu vos déboires. Oh là là, aujourd'hui, je me suis levé, j'avais mal à la tête, force à vous, la team insomnie, etc. Et ensuite, il se passe quoi? Une fois qu'ils sont habitués à ça, vous leur montrez votre animal de compagnie. Ça, c'est la première étape. J'en connais qui ont acheté un animal de compagnie pour pouvoir leur montrer un animal de compagnie. Et ensuite, il se passe quoi? Vous leur montrez votre copine ou votre copain, puis vos enfants. Et ça s'arrête où? C'est pour ça d'ailleurs que les fans adorent quand une star sort avec une autre star. Parce qu'ils ont l'impression de connaître le couple, ils ont l'impression d'être un ami du couple. J'ai vu des fans dire à des influenceurs, « Mec, lâche ta meuf, elle est relou, on l'aime pas. » J'ai vu de mes yeux un streamer qui avait comme sub-goal, c'est-à-dire que s'il obtenait un nombre défini d'abonnements dans le mois, en sub-goal, il présentait sa copine au chat. Vous m'avez donné suffisamment d'argent, voilà ma copine. Vous le savez, je veux dire, vous le savez que si c'était pas contraire au CGU d'Instagram ou de Snap ou de Twitter ou de YouTube, il y a des influenceurs qui auraient publié eux-mêmes leur sextape. Vous le savez. Et en vrai, si on veut être cynique jusqu'au bout, on a le droit de se dire, et alors? Si l'influenceur, il est prêt à donner tout ça à sa communauté de fans, juste pour entretenir son clout, c'est son problème. Sauf que le problème, c'est comme je l'ai dit, c'est que cette relation est vouée à l'échec. Elle ne peut qu'échouer. Et le problème, c'est qu'à force de retarder cet échec, à force de donner de plus en plus aux fans, on lui donne le sentiment que la relation est de plus en plus forte. Ce qui fait qu'au moment où ça tombe, la chute est beaucoup plus violente. Donc c'est une fuite en avant en fait. Et ça représente assez bien ce qu'un journaliste, dont j'ai totalement oublié le nom, avait dit à propos des personnalités publiques. Il y a le 3L. Lécher, lâcher, lyncher. On commence par aduler, on est dithyrambique, oh masterclass, ce que tu fais, c'est génial. Au bout d'un moment, Osef, on attend la chute, donc on lâche. Parce qu'on est plein à passer à autre chose, faut dire les termes. Et enfin, quand ça tombe, on lynche. Parce que de toute façon, cette personne est une merde, c'est un connard, une pute, une salope, un enfoiré, bref, ce que vous voulez. Et j'ouvre une petite parenthèse que je vais refermer immédiatement parce que je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça, mais lorsque l'influenceur est une influenceuse, il y a beaucoup de fans qui ajoutent la composante « si on se connaissait, on pourrait coucher ensemble ». Parce que je sais ce qu'elle aime et que j'aime la même chose. La désillusion, lorsqu'elle arrive, inévitablement, je le rappelle, ça peut devenir violent. Ce qui nous ramène à notre film. Donc Tommy réunit un paquet de gens autour de ce qu'il représente. Et ce qu'il représente, c'est d'une part la célébrité, les gens l'adulent comme une rockstar, c'est ce qu'on a vu pendant l'épisode Sally Simpson, et d'autre part, il est très clairement une sorte de messie ou à minima de prophète pour les gens qui le suivent, pour ses followers. Sa capacité à être un champion de flipper alors qu'il était sourd-muet et aveugle avait déjà attiré les regards sur lui,
mais sa soudaine guérison est perçue comme un miracle. Mais pas seulement un miracle dont il serait le miraculé, un miracle dont il serait également à l'origine. Partant de là, les suiveurs de Tommy se disent « Tommy est capable de résoudre tous mes problèmes, il est capable de me rendre plus beau, plus fort, plus intelligent, et peut-être même plus riche. » D'ailleurs, les derniers mots de la chanson Sensation sont parfaitement clairs à ce sujet. Dans le genre, le gars est convaincu d'être le Messie, ça se pose là quand même. Du coup, il commence à accueillir les gens, et là, on a la première chanson qui est véritablement l'hymne d'une secte, hein, c'est clair. Be one of the comfortable people. Soyez parmi les gens qui sont à l'aise. On voit que Tommy accueille tout le monde avec sourire, joie et allégresse. Tommy enjoint chacun des gens qui le suivent à ramener un maximum de gens, ce qui me permet de vous rappeler de partager cette vidéo. Là, on est très clairement dans du prosélytisme pur et dur. Là, on a une grande tablée où tout le monde se balance en rythme. On ne boit pas du vin, mais un genre de boisson verte qui est de la même couleur que les tenues des disciples, hein, d'ailleurs. Mais les gens affluent plus vite qu'il n'est possible de les accueillir. Ce qui n'est pas sans rappeler la scène de Jésus à Capharnaüm, dans la maison de Pierre. Enfin, la maison de Pierre, pas la maison de Pierre, des Pierres. La maison d'un gars qui s'appelle Pierre. Qui s'appelle pas encore Pierre d'ailleurs. Il s'appelle Simon à ce moment-là. Maison aux portes de laquelle trop de gens affluent de tout le village. Tommy demande à ce qu'on fasse construire une maison suffisamment grande pour accueillir tout le monde, et on voit bien au regard amusé de Frank qu'il a une petite idée derrière la tête. Oui, parce que le problème, on l'a vu, c'est l'image de Tommy qui est en train de devenir une industrie, qui est gérée par Frank. Frank qui, par ailleurs, n'est pas malveillant envers Tommy. Hein. Paris, New York, London, Moscow, Peking, Tokyo. Frank doit également se dire que lui aussi, il a vécu des épreuves difficiles pendant toutes ces années, et que la moindre des choses maintenant, c'est de pouvoir en profiter allègrement. What they want ain't cheap, it's a pity. But who am I to upset their dreams? La mère de Tommy, en revanche, elle semble très éloignée de tout cet appareillage marketing. Elle semble être une fidèle sincère à son fils. Et Tommy est sur un plongeoir à accueillir les disciples qui se jettent littéralement à l'eau devant lui. Encore une fois, c'est une symbolique du baptême, hein. L'idée, c'est de s'abandonner et de s'en remettre intégralement à Dieu. En l'occurrence, ici, c'est de s'en remettre à Tommy. D'ailleurs, Tommy les accueille avec les mots suivants. Welcome! 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 3 des très rares mots qui ne sont pas chantés dans le film. Ainsi donc, il développe une franchise avec dans l'idée d'installer des Tommy Camp dans toutes les grandes villes du monde. Et là, c'est un ajout du film par rapport à l'album de 69. Hein. D'ailleurs, la chanson Paris, Rome, Tokyo, mes couilles est une chanson originale qui n'est pas dans l'album originel. Et quand on regarde les différences entre l'album de 69 et le film, on peut imaginer, même si c'est difficile de savoir précisément comment ça s'est goupillé, on peut imaginer ce qu'a apporté Ken Russell, notamment au regard du reste de sa filmographie. Toute l'imagerie messianique, mais surtout christique, à mon sens, c'est un ajout de Ken Russell. C'est déjà présent plus ou moins de façon latente dans l'album de 69, mais la façon aussi obvious de le présenter, selon moi, c'est des ajouts de Ken Russell. Je veux dire, ça fait partie de ses motifs quand on regarde l'intégralité de sa filmographie. Oui, parce que dans l'album, il y a un seul Tommy Camp, il y a un seul camp de Tommy. C'est dans celui-là qu'on va se rendre, celui où il y a Tommy et ses parents. Et vous vous rappelez l'oncle Ernie? Vous savez, le pervers chelou qui a violé Tommy? Bah, c'est lui qui vend les billets à l'entrée. Vous sentez que ça va pas être tout à fait la même, là? Et que nous dit l'oncle Ernie, entre autres choses? Donc là, il y a un double sens qui, une fois n'est pas coutume, est un peu subtil, mais qui vient de l'album de 69 déjà. C'est-à-dire, quand vous venez au camp de Tommy, les vacances durent toujours, ou alors, holiday, quand vous venez au camp de Tommy, le jour saint dure toujours. Après là, clairement, c'est peut-être moi qui entends ce que j'ai envie d'entendre. Et en effet, la chanson d'accueil est la même chanson que la chanson d'accueil au camp de vacances au début du film, signe qu'on est quasiment à la fin du film, hein, puisque vous vous rappelez, donc on est en reflet du film, donc on est quasiment à la fin du reflet de la première partie du film. Et là, on va rentrer dans ce qui est très clairement un temple. À l'entrée, il y a la grande croix de Tommy,
On passe devant tout un tas de marchands, hein, les marchands du temple, qui vendent du merch, hein, ils vendent des badges, des t-shirts, etc. L'idée maîtresse de ce camp, c'est, si vous suivez le chemin qu'a suivi Tommy, vous vous élèverez comme lui s'est élevé. Plus intéressant encore, les gens achètent un masque pour se couvrir les yeux, un casque anti-bruit, ainsi qu'un bouchon pour se fermer la bouche, et une croix de Tommy. Avec le succès, on a les prix qui montent, et donc les premiers mécontents qui décident de se barrer avant même d'entrer, en passant par une petite porte qui les oblige à se baisser pour entrer. Là, la symbolique est très forte, parce qu'on a une porte immense, mais le passage est tout petit. Et là, j'ai une explication très simple. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Alors je fais une toute petite parenthèse ici pour éviter que ça tombe dans les commentaires. En faisant les recherches sur les parcours initiatiques et ce genre de choses et toutes ces symboliques, je suis tombé sur un passage, alors, à valider, hein, voilà, que apparemment quand on rentre en franc-maçonnerie, pour entrer dans le temple, le lieu s'appelle le temple, on passe par une porte basse et étroite. Voilà. Donc je ne pense pas que le film fasse référence à la franc-maçonnerie. Je pense, si c'est vrai, que la franc-maçonnerie elle-même référençait déjà cet extrait des évangiles. Tommy, à l'intérieur du camp, effectue une série de gestes étranges devant un parterre de gens handicapés. Sauf que les gens commencent gentiment à se soulever. Yes, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? On nous montre rien, on nous apprend rien, alors que nous on est venus pour atteindre le level qu'a atteint Tommy. Et j'adore le décor de ce truc, qui n'est pas sans rappeler la casse automobile dans laquelle Tommy a découvert son premier flipper. Premier flipper dans le film, je précise, parce que dans l'album de 69, à la chanson de Noël, quand Tommy est enfant, il joue déjà au flipper. Là, le film est plus focus sur son sujet. Hein. Et ce décor grandiose rempli de boules de flipper géantes agrémentées d'une prise pour pouvoir s'y agripper et les escalader, eh ben, ça fait partie de l'imagerie qui font que ce film est devenu culte, à mon avis. Tommy accueille les gens. Et il leur dit, si vous voulez suivre mon exemple, il va falloir que vous jouiez au flipper. Mais c'est pas tout. Et on va noter qu'il y a un petit peu une évolution du discours depuis la chanson qui précède. Vous vous rappelez, avant, il accueillait la petite vieille, le vendeur de lait, la pâtissière, etc. Là, il recadre immédiatement ceux qui boivent. Ceux qui fument, y compris ceux qui ont l'air un peu trop normal. Car comme il le dit lui-même, donc les gens se bouchent les yeux, les oreilles et la bouche. Ils se retrouvent donc coupés du monde comme Tommy l'a été pendant des années. Alors, juste, je vous garantis que, même avec un casque anti-bruit, lui, il l'a entendu, Roger Daltrey. Et les disciples mènent les nouveaux venus, chacun devant un flipper. Sauf que, voilà, aucun d'entre eux n'a vécu les traumatismes qu'a vécu Tommy. Le fait d'être enfermé dans sa vie comme une boule de flipper. Non, il joue pendant quelques minutes, et pas d'illumination. Pas de révélation, pas de miracle. Ils tentent comme ils peuvent de jouer au flipper comme des cons et il se passe rien. Et là, petit disclaimer pour les amoureux des flippers qui étaient peut-être un petit peu contents de voir un tel alignement de machines. Ça va faire un peu mal. Parce que là, les fidèles sont pas contents. Donc, ils enlèvent leur masque, ils pètent les flippers et ils se retournent contre Tommy. Parce que si ça marche pas pour eux, il n'est pas question que ça marche pour qui que ce soit.
Il commence à escalader les boules en direction de Tommy, manifestement prêt à s'en prendre à lui. Et une foule énervée, faut pas chercher à comprendre, ça peut que mal se passer. Frank se défend contre quelques-uns, mais se fait poignarder et meurt. Alors que Tommy réalise ce qui vient de se produire, il y a un fidèle qui essaye de lui éclater une bouteille sur la gueule, mais il y a sa mère qui s'interpose et c'est elle qui prend le coup à sa place. Tommy se prend un pied dans la gueule et s'effondre. Les paroles de la chanson à ce moment-là sont les suivantes. Nous ne t'accepterons pas, nous t'abandonnerons, nous te violerons, nous t'oublierons, cela vaut mieux. Bon, là, très clairement, Pete Townshend, il parle plus de Messi avec ses disciples, hein. Il parle de Rockstar et de ses fans, mais on va y revenir. On entend les sirènes de police, donc on a la foule qui se disperse et on retrouve Tommy, qui est seul, meurtri, au milieu de ses boules. Tommy arrive à sortir de son trou et à rejoindre ses parents qui sont morts à terre. Il chante pour la dernière fois cette chanson si mi-filmi, mais qui cette fois-ci prend un sens dramatiquement différent. Oui, parce que maintenant, il est guéri, sauf que sa mère ne peut plus le voir, elle ne peut plus le sentir, elle ne peut plus le toucher et elle ne peut plus le guérir. Parce qu'elle est morte. Il joint les mains de ses parents et se met à errer. Il traverse les ruines de son camp en flammes, ce qui est la scène miroir de la scène du Blitz au début du film, donc signe qu'on est vraiment à la fin du film. D'ailleurs, si vous trouvez que mon parallèle avec la guerre est un peu tiré par les cheveux, je voudrais que vous m'expliquiez la présence de tanks dans le camp de Tommy. Et désormais, au bout du chemin, que doit faire Tommy pour achever son parcours initiatique? Eh bien, il doit maintenant symboliquement mourir pour pouvoir renaître. Mourir symboliquement, c'est son camp qui part en fumée. Renaître, c'est lui qui se jette littéralement à l'eau. Et alors qu'il se jette à l'eau, on entend une foule absente qui chante la dernière chanson du film. Et comme ses disciples l'ont abandonné, on imagine que la foule qui chante, bah c'est nous en fait. Et là, on a vraiment toute la dimension christique du personnage, hein, qui meurt abandonné de tous et qui ensuite ressuscite pour aller s'élever et se placer à côté de son père. Et du coup, Tommy se met lui-même à entonner les 8 vers de cette chanson alors qu'il remonte le chemin. On le voit passer par la cascade, l'endroit de sa conception, puis il se met à gravir la montagne. Et c'est quoi les paroles de cette chanson? Alors cette chanson, elle est trop bien, elle me fout les poils à chaque fois. Par contre, elle est trop longue pour que je puisse la mettre sans prendre un claim. Donc je vais me contenter de vous lire les paroles. Vous allez voir qu'il y a un aspect assez biblique dans la façon dont les choses sont dites. À t'écouter, j'entends la musique. À t'observer, je ressens la chaleur. À te suivre, je gravis la montagne. Je ressens de l'excitation à ton contact. Je vois les millions qui te suivent. Je vois la gloire qui te part. Par toi, j'acquiers des opinions. Par toi, j'acquiers l'histoire. Et Tommy va rejoindre symboliquement la place de son père face au soleil, ce qui conclut de façon extrêmement satisfaisante la deuxième partie miroir de ce film, qui se conclut dans une explosion musicale et un fondu au blanc alors qu'on entre dans le soleil. Et là, il y a le générique de fin qui commence et qui reprend simplement la dernière chanson. Et c'est la fin de Tommy, et c'est vraiment un film incroyable. Juste avant de lancer la conclusion, on peut voir au générique qu'il y a eu 2 directeurs de la photo, Rick Bush et Ronnie Taylor. Alors Ronnie Taylor, c'est un gars qui 2 ans plus tard va bosser sur une petite série B de SF fantastique un peu sur un agriculteur de l'espace qui s'intitule Star Wars et qui sera renommé quelques années plus tard Un Nouvel Espoir. Mais parce que rien n'émerge du néant. Et dernière chose, et alors je sais que c'est purement une coïncidence, mais ça tombe tellement bien, la dernière image du générique, la dernière image du film donc, c'est le logo de RSO. RSO, c'est la boîte de production de Robert Stigwood. Et ce logo, c'est un veau d'or. C'est très manifestement un veau d'or. T'es sûr que c'est pas une vache? Alors, le veau d'or dans la Bible, c'est une idole en or qui a été fabriquée par les Hébreux pendant que Moïse était en train de recevoir les 10 commandements. Les Hébreux trouvaient le temps long, donc ils en avaient marre de vénérer personne, donc ils ont fabriqué cette idole. Ce veau d'or, c'est le symbole de l'idolâtrie. Ok, c'est une coïncidence, mais putain, ça tombe vachement bien quand même. Bref. Bon, déjà pour commencer, je sais pas quelle espèce de traumatisme profond a pu s'insérer dans le crâne de Pete Townshend pour qu'il accouche d'une histoire pareille. Mais ce qui est sûr, c'est que sa rencontre avec Ken Russell a permis de transcender l'album de 69, qui est déjà un putain d'album culte. Hein. Je veux dire, l'album de 69,
c'est déjà un putain d'album culte dans l'histoire du rock et même dans l'histoire de la musique du XXe siècle. Et ils ont réussi à élever ensemble ce film au rang de culte. Ken Russell va réessayer un petit peu ce genre de choses avec Mahler et avec Litz dans Litzomania, mais ce sera pas la même chose. On a tout au long de ce film deux visions parallèles qui se complètent parfaitement, celle de Russell et celle de Townshend. Pour Townshend, le message du film tourne autour des relations parasociales, même si Townshend ne le dirait sans doute pas dans ces termes. Le fait que la relation entre Tommy et ses suiveurs soit unilatérale, qui fait que toute cette communauté peut idéaliser sa relation avec Tommy et placer dans les intentions de celui-ci tout ce qu'eux ont envie d'y mettre. Et voilà, sauf que l'idolâtrer ne peut aboutir qu'à une catastrophe. Là où pour Russell, c'est bel et bien une histoire du Christ qu'il raconte avec cette dualité qu'on trouve dans quasiment toute la filmographie de Russell. Oui, l'histoire du Christ telle qu'elle est racontée est une histoire profonde, pleine de sens, symbolique et qui peut rapprocher les gens. Mais dans le même temps, il y a aussi l'industrialisation par l'institutionnalisation de cette histoire. C'est ça que dénonce Russell. Russell, en vrai, il n'a pas grand-chose à reprocher à Tommy. Lui, ce qu'il reproche, c'est tout l'appareillage mercantile qui a été mis en place autour. Et c'est sur cet aspect que les deux se rejoignent. Et alors, depuis le début, à chaque fois je dis Townshend, 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 vous avez le droit de me dire, bah attends, et les autres alors? Il y a Entwistle, et Moon, et Daltrey. Et alors évidemment, dans un groupe, c'est toujours un peu compliqué de savoir précisément qui a fait quoi. Mais il est globalement admis que Tommy, c'est le bébé de Townshend. Même si dans les faits, en réalité, la frontière est sans doute beaucoup plus floue que ça. Et alors juste maintenant qu'on a fini, pourquoi tous ces miroirs qui sont ronds? Ces miroirs qui sont ronds, d'abord, c'est un miroir pour nous montrer que l'histoire va dans les deux sens, et ils sont ronds pour une raison très simple. It's the circle of life. That was clearly a triangle. Voilà, cette vidéo était beaucoup trop longue, je suis désolé, je m'emballe. Hein. Si c'était pour la télé, je me forcerais à synthétiser mes pensées, mais je vais pas me priver du fait que ce médium n'offre pas de limite de durée. Alors je sais que du coup, il y a plein de gens qui vont même pas lancer la vidéo parce qu'ils vont se dire c'est beaucoup trop long pour moi, ou même, sincèrement, ils vont se dire je la regarderai plus tard, et puis bah, plus tard, ils y penseront plus. Voilà, et puis les algos étant ce qu'ils sont, tout ça, on va pas revenir dessus une millième fois. Normalement, si vous êtes encore là maintenant, vous savez l'importance de partager la vidéo, de la liker, de soutenir sur Tipeee si vous pouvez et si vous voulez. Oui, parce que la bagarre du dollar jaune sur Cool as Ice, pour l'instant, elle n'est pas encore résolue. Je vous avoue que économiquement, ça commence à taper fort toutes ces restrictions. Cela étant rien de grave, hein, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Listening to you, I get the music, gazing at you, I get the heat, following you, I climb a mountain, I get excitement at your feet. Right behind you, I see the millions on you, I see the glory from you, I get opinions from you, I get the story.